Mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J. Rémi Ngono, chaîne officielle de l'engagement, à tous ceux qui sont également connectés sur la page Rémi Ngono officielle et aussi la page des Fourmis Magnan, le journal www.koufran.com. Soyez les bienvenus pour cet avant-lève des dossiers du samedi soir. Et bien sûr que vous avez dû le constater, je l'avais annoncé lors de mon dernier live de samedi, que désormais, le jeudi, heure d'hiver oblige, nous avons fait un réaménagement par rapport à la grille et que désormais, on va plutôt commencer à 18h30 les jeudis. Et le samedi, ça reste à la même heure, donc ce sera toujours 18h, heure de Paris, heure d'Afrique centrale, 17h, heure d'Afrique de l'Ouest, sans pour autant oublier que ce sera 12h à New York. Aujourd'hui, donc, j'ai pris, bien sûr, quelques 10 minutes de retard et je m'en excuse une fois de plus. Et pour vous entretenir avec deux sujets qui sont brûlants au niveau de l'actualité camerounaise. Sur l'actualité internationale, bien évidemment, on sera la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, c'est aussi et surtout le Burkina qui devrait faire une nouvelle élection présidentielle. Je vais en parler pour les prochaines interventions sur ma chaîne YouTube où je vous demande de vous abonner massivement parce qu'il y a des communications que je fais là-bas mais que je ne peux pas faire sur Facebook. Donc, vous allez tout simplement, avec votre mail, vous connecter sur la chaîne J, Rémi Ngono, comme on dit, les autres prononcent Ngono, d'autres disent Ngono. Voilà, chaîne officielle de l'engagement. Ceci étant, ouvrons les débats. Débat, qu'est-ce qui fait aujourd'hui débat? Eh bien, c'est un fait divers. Un fait divers qui se serait d'ailleurs arrêté à des pleurs d'une femme sur un plateau de télé, tellement on est habitué de voir ça au Cameroun, des femmes pleurer leurs maris, leurs enfants. On est tellement habitué de voir des familles pleurer les soldats au front. On est tellement habitué à voir des enfants assassinés ou des enlèvements dans des écoles qui se terminent parfois dans des mares de sang. On est tellement habitué à voir de mauvaises choses concernant la crise anglophone des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, que c'était une véritable surprise. Qu'une communication apparemment anodine devienne plutôt un problème d'État et qu'une femme devienne aujourd'hui star des médias et qu'elle occupe toute l'actualité au point de mobiliser tout un gouvernement, au point d'y monter des films hollywoodiens. Il s'agit donc de l'affaire dont tout le monde parle actuellement, Stéphanie Diomon, qui, faut-il le dire, est une maman qui est passée sur la chaîne publique, la chaîne privée plutôt, émettant à Douala Equinox. Elle est partie sur le plateau d'une émission Parole aux femmes qui a été diffusée le 3 novembre dernier de façon naturelle. Elle a livré son témoignage sur ses mésaventures dans ces zones où le conflit est tellement difficile que beaucoup de parents sont obligés d'aller se réfugier dans les brousses. On en voit tout le temps.
Dans son témoignage, elle a dit qu'elle avait perdu ses jumelles. Elle n'a pas eu à accuser telle ou telle partie. Mais à peine avait-elle dit cela que le gouvernement en a fait tout un ramadan, utilisant tous les moyens de pression pour mettre cette femme dans un état second avec des intimidations, une orchestration de torture morale, mentale, jusqu'à la prison. Arrêtée le 8 novembre, Stéphanie Diomon a passé de sales moments à la gendarmerie à Douala avant d'être présentée au commissaire du gouvernement. Ce dernier n'a trouvé en elle qu'une sorte de terroriste, puisque lorsqu'on voit le mandat, l'ordonnance qui est prise contre elle, eh bien, c'est un crime. Un crime très grave qu'elle a commis et qui a fait de telle sorte qu'elle soit placée directement à la prison de New Bell à Douala le 11 novembre. Elle était là-bas à la prison que le gouvernement et tous ceux qui avaient tout autour comme médias et bien sûr les militants du RDPC ont donc commencé à présenter cette femme comme une menteuse invétérée, ayant eu des enfants fictifs, ayant orchestré et inventé une histoire sortie certainement des romans des 1001 nuits, étant certainement activée comme d'habitude par Maurice Kamto lui-même qui est détenu, ou alors par son mouvement, le MRC, qui, loin d'être un parti politique, est devenu classé par le régime en place comme un parti terroriste. On a donc essayé de trouver une relation entre cette dame et le MRC, utilisant une télé que le ministre de l'administration territoriale a tout fait de baptiser Télé Mille Collines, à savoir Equinox. Et on nous a donc présenté un bébé tellement mal rafistolé qu'on avait de la peine à convaincre. Sur les motifs qui conduisent Dame Stéphanie Diomon en prison, on parle bien sûr de propagation de fausses nouvelles et aussi de défaut de carte d'identité. Et lorsqu'on la place en prison, on dit que surtout, n'ayant pas une adresse fixe, elle peut se soustraire à la justice ou alors peut être soumise à des pressions pour que la vérité ne se manifeste plus. Voilà le côté justice politique où on prend cette femme, on la met en prison avant de venir maintenant demander sa crucifixion. Sauf que, entre-temps, la même Stéphanie Diomon, qui est en prison, est extraite clandestinement le 16 novembre pour aller se retrouver encore où? À Bonanjo, dans le bureau du commissaire du gouvernement, alors que ses avocats ne sont même pas informés. Et par la suite, on fait venir non seulement le juge d'instruction, mais un membre de sa famille pour essayer de dire que maintenant, on doit aller témoigner qu'elle a été achetée par Equinox TV, qu'elle a été, bien sûr, soudoyée
par une ONG en complicité avec le MRC. Voilà donc le scénario qui est présenté. Sauf que les juges vont essayer d'arriver à Bonandio les avocats de la victime vont essayer d'aller assister leur cliente au bureau de ce commissaire du gouvernement. Ils seront refoulés sous prétexte que c'est une affaire privée. Donc, une femme est déposée en prison. Elle est extraite clandestinement de la même prison. Et l'affaire, qui est une affaire d'État, devient subitement une affaire publique. Privée, voulais-je dire. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà donc comment est-ce que la justice camerounaise fonctionne en essayant de pouvoir monter une histoire de façon aussi cavalière et ordurière, mensongère, pour essayer de convaincre la communauté internationale, d'autant plus que les ONG, donc particulièrement Mandela Center, faisaient déjà des pressions. On va constater que lors toujours d'une audition clandestine, eh bien, lorsque les avocats vont essayer de se présenter, Dame Jomo Christine, on va lui imposer de dire qu'elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin d'avocat. C'est donc une obstruction à la manifestation de la vérité. Et ce qui est beaucoup grave, c'est que le 18, sachant que c'est une civile, elle n'a jamais porté des armes, elle n'a jamais combattu dans les rangs des Amazoniens, elle n'a même pas accusé l'armée camerounaise. Parce que propagation de fausses nouvelles, lorsque ça concerne par exemple des autorités où c'est possible de déstabiliser l'État, la sentence, c'est la condamnation à mort ou à vie. Voilà les délits, puisque on parle de crimes au moment où elle est déposée en prison. Donc, elle risque la condamnation à mort. Or, il se trouve que elle n'a accusé aucune autorité politique, publique, ni les forces armées du Cameroun. Et là, on se retrouve donc devant un autre cas où, selon la loi, elle peut avoir entre 3 mois et 3 ans de prison, entre 100 ou 200 000, voire 100 millions, 1 million d'amendes. Voilà. Le problème dans cette histoire est que chacun devant la justice a besoin de protection. Chacun devant la justice a besoin d'avocat. Nul ne peut être arrêté sans pouvoir jouir de ses droits. Encore qu'elle, dans son cas d'espèce, selon le droit international, victime de guerre, elle doit donc plutôt être protégée par l'État. Mais l'État du Cameroun a préféré plutôt envoyer un message à tous ceux qui peuvent faire un témoignage par rapport aux atrocités qui se passent dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, que si jamais vous osez parler, vous serez envoyé en prison. Vous serez puni, interdit de parler. On coule les bouches. Voilà donc ce qui s'est joué. Sauf qu'au lieu de s'arrêter là, on constate que Fanny Diomon, lorsque le gouvernement, ayant déjà une prune chaude entre ses mains, ne sait plus quoi faire, eh bien, c'est le ministre de la Communication
René Sadi, qui bondit et qui se transforme en procureur de la République pour dire que les services spécialisés ont bel et bien fait toutes les enquêtes et ont trouvé que cette femme était en train de raconter des histoires badigeonnées, fabriquées de toutes pièces. Bref, le ministre de la Communication, non seulement il se transforme en procureur, il devient juge, mais surtout, il viole la loi. Il viole la loi dans la mesure où les textes et les règles qui régissent le fonctionnement de la justice au Cameroun, on peut par exemple se baser sur la loi, par exemple, qui est 27/007 du 27 juillet 2005, qui bien sûr, dans son article 155, dit qu'on ne peut pas donner des informations ou des photographies tant que le dossier est encore à l'instruction. Et d'ailleurs, on ne peut commencer à donner des informations que lorsque le juge a déjà rendu l'ordonnance de non-lieu. Ça, c'est le code de procédure pénale du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre, quand même, de la Communication et tous ceux qui sont derrière sont supposés connaître la loi et sont supposés connaître aussi l'article 166 du code pénal qui peut les punir. Mais, puisque c'est eux qui font des fonds, marchent sur la loi, eh bien, ils sont allés jusqu'à l'outrance. Puisque aujourd'hui, Dame Stéphanie Diomo a été contrainte, portée comme un fagot de bois, attachée avec, bien sûr, une laisse au cou, telle une chienne, baladée dans les studios de la radiodiffusion nationale, média d'État, pour aller offrir un témoignage ubuesque, pittoresque. À la CRTV, bien sûr, où l'armée est dehors, où les forces du régime sont là, la regardant pour dicter, cette dame, avec des lèvres tremblotantes, avec une voix rocailleuse, a fini par dire que oui, je suis allé mentir à Equinox. J'ai passé des nuits sans dormir parce que j'ai fait du mal. Et voilà ce que le gouvernement camerounais vient donc de faire. Un média d'État. On fait sortir une femme de prison. On ne sait même pas dans quelles conditions est-ce qu'elle est sortie de cette prison puisqu'on a refusé que ses avocats soient là. Et on l'amène directement dans un studio radio. Alors qu'elle devait d'abord rencontrer sa famille, puis aller rencontrer un psychologue, dans la mesure où elle sort quand même d'un milieu carcéral. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de faire un montage pour accabler Equinox, faire de telle sorte que cette chaîne de télévision, qui est l'une des rares à être indépendante, qui a donné la parole aux autres et qui met à mal la chaîne publique, la CRTV, et d'autres chaînes satellitaires qui sont bien évidemment avec des lignes éditoriales dictées depuis le palais d'étudiants ou depuis le ministère de la Communication, eh bien, Equinox est devenu pour eux un vrai souffre-douleur. Il faut donc s'en débarrasser par tous les moyens. Il faut discréditer cette chaîne de télévision. La preuve d'ailleurs, c'est que
le ministre de la Communication s'est autorisé à mettre en demeure cette chaîne de télévision, ce qui n'est pas de sa compétence, dans la mesure où il existe au Cameroun ce qu'on appelle le Conseil national de la communication, qui sur le plan éthique, déontologique, lorsqu'une chaîne ou un journaliste ne respecte pas les règles du journalisme, eh bien ce n'est que cet organe qui est habilité à vous mettre en demeure, qui est habilité à suspendre un journaliste ou à sanctionner un média. Après convocation d'ailleurs du directeur du dit média et du journaliste concerné. Parce que c'est comme un tribunal. On ne peut pas vous condamner sans que vous soyez à la barre. Il faut bien aller vous défendre et expliquer. Donc, aujourd'hui, le gouvernement camerounais, de façon unilatérale, a donc réussi à monter une histoire pour faire avaler cette pieuvre-là, aussi grosse que le monde Cameroun, aux Camerounais crédules. Comment peut-on croire aujourd'hui que c'est donc cette dame dit le mensonge aujourd'hui? Elle dit, j'ai menti. À l'instant où elle parle là, comment est-ce qu'on va même considérer encore ce qu'elle dit? Mais puisqu'elle est donc une menteuse professionnelle, on va aussi dire que ce qu'elle vient de dire, elle vient de mentir. Mais sauf que Equinox a essayé de façon professionnelle à se préserver. Parce que Equinox n'est pas parti les chercher, contraindre qui que ce soit à passer aux aveux, comme c'est le cas pour eux, où on se rend quand même compte qu'ils ont fait des réunions avec une prisonnière dans des bureaux. Ils ont signé des accords. Mais beaucoup plus encore. Ils sont allés menacer les filles de cette femme-là qui avait témoigné comme le beau-père à visage découvert qu'effectivement leurs deux petites sœurs, dont l'une s'appelait Clara, se prénommait Clara, sont bel et bien décédées en brousse dans des conditions que leur maman relatait. Il y a donc eu des témoins. Et ce n'était pas des mineurs. Puisque une avait déjà 21 ans et l'autre âgée de 19 ans. C'est donc des filles responsables qui partageaient la douleur de leur maman. Et il y a des témoins dans des quartiers. Encore que je me réserve de vous les donner tout de suite parce que Equinox s'en chargera. Je ne voudrais pas couper l'herbe sous le pied d'Equinox qui doit avoir cette exclusivité. De vous le dire le moment venu, de vous présenter même encore d'autres preuves qui accablent le régime. Si donc cette femme a menti, il faut aussi qu'on nous dise que ses filles ont menti. Il faut aussi qu'on nous dise que son beau-père a menti. Il faut aussi nous dire que toutes les femmes qui étaient avec elle ont menti. Il faut aussi dire que tout son entourage, toute sa famille, ce sont des menteurs. Et que le seul qui dise la vérité, c'est le gouvernement camerounais avec le ministre de la Communication. Soit dit en passant, si ce n'est pas des raccourcis aussi primitifs, aussi ridicules que le régime en place entend étouffer la vérité, mais ça n'a pas... le monde entier a les yeux ouverts vers le Cameroun. Vous êtes en train de discuter que 2 enfants sont morts en brousse. Et pourtant, le même gouvernement
avril 2019, par la voix d'Atanganji, ministre de l'administration territoriale, disait que il y a 185 000 réfugiés déplacés internes. C'est lui qui le disait. Les ONG parlent de plus de 400-600 000. Si on donnait la parole à chacune de ces personnes déplacées, on apprendrait trop. Donc, un seul témoignage a ébranlé le régime camerounais. Et pourtant, cette guerre, c'est eux qui la font. Croit-il que cette guerre sera éternellement cachée? Qu'il n'y aura personne pour payer? Qu'en l'étouffant, qu'en essayant d'intimider, comme aujourd'hui les deux filles de cette dame-là, elles sont en train de vadrouiller. Elles ne parviennent plus à dormir dans une maison parce qu'elles sont persécutées, poursuivies par le gouvernement camerounais qui veut leur imposer de venir aussi devant la télé raconter que non, nous avons aussi menti. Elles sont en fuite. Quel est cet état voyou? On veut nier la guerre. On veut nier les évidences. Exactement, c'est de la même façon que le même ministre, le même gouvernement sont venus nous dire que les forces armées camerounaises n'étaient pas impliquées dans les 23 morts, les 23 morts, dont 9 femmes en Galou, avec un bébé, des maisons brûlées. Et ils ont nié. S'ils avaient même un cœur, et s'ils avaient la dignité, mais même le ministre de la Communication, il aurait démissionné. Puisque quelques temps après, c'est le président de la République qui instruisait une enquête et qui reconnaissait qu'il y a eu des morts. Parce que l'ONU avait fait des pressions. Toujours à nier. C'est de la même façon qu'ils ont nié. Ils ont nié. Au début de l'année, ils ont fait des reportages avec même un comédien pour dire que la crise était terminée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'école va recommencer. C'est terminé. Nous avons gagné. Aujourd'hui, où en sommes-nous? 4500 écoles sont fermées. 600 000 enfants ne vont pas à l'école dans ces régions-là. Et le pire, c'est qu'on a vu comment est-ce que les enfants ont été assassinés dans des salles de classe. On voit comment les enseignants sont enlevés. Encore hier, à Bamenda, dans un collège, on a enlevé 2 enseignants et le principal. Jusqu'à cet instant-ci, on est sans nouvelles d'eux. Les ambazoniens arrivent dans des écoles, font ce qu'ils veulent. Alors que l'État du Cameroun a passé à vouloir contredire les ONG, en disant que les ONG voulaient toujours donner une image pour salir le Cameroun. Et que non, on contrôlait. La situation est sous contrôle. Sous contrôle, voilà donc, qu'on a enlevé jusqu'à un cardinal. On enlève les chefs traditionnels. On enlève le 4 dernier encore. On a enlevé 6 enseignants. Le 4 novembre. Ils n'en parlent pas. Parce qu'ils vont là-bas, ils se font filmer à la télé devant la CRTV. Ils disent non, non, il n'y a pas de souci. Nous allons faire ceci, nous sommes en train de confondre. La vérité est là. Elle est comme des fesses. On s'assoit toujours dessus. Oui, on finit toujours par les utiliser. Quoi qu'il arrive. La guerre anglophone est une évidence. Qu'on arrête Djomo, qu'on la libère sous condition. En
espérant fermer Equinox, en espérant utiliser tout ça pour parler d'atteindre la sécurité de l'État. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ils ont monté un dossier pour fermer Equinox. Pour propagation de fausses nouvelles. Et alors que tout et chacun d'entre vous a vu comment est-ce que le gouvernement camerounais est parti créer une fausse agence qui sont appelées Agence Cameroun Presse. Aux États-Unis, c'est nos frères Katangandji qui a créé ça. Et c'est cette agence qui est venue recruter des bandits en France pour aller jouer le rôle d'observateur des élections. Transparency International a beau dire que nous ne connaissons pas ces bandits. Le gouvernement camerounais a dit que, mais attendez, ils sont de Transparency International. Regardez donc un gouvernement de voyous qui utilise toutes les méthodes les plus basses, les plus viles et les plus idiotes. Comment peut-on respecter ces gens? On ne peut pas les respecter dans la simple logique. Si vous voulez condamner les autres, commencez vous-même à respecter la loi. L'État du Cameroun a toujours été condamné partout. Lorsqu'il s'agit du droit international, chaque fois c'est l'échec. Et ça a toujours été comme ça. Même en football, chaque fois le Cameroun bat les records des sanctions de la Fédération internationale de football association, c'est-à-dire la FIFA. Parce que l'État du Cameroun, croyant que le monde entier est sous la férule et sous la domination de Paul Biya, qui, lui, il a mis les Camerounais dans la bouteille, eh bien, de la même façon, il piétine souvent des lois et il se retrouve en train d'être toujours rappelé à l'ordre. Regardez un grand pays comme le Cameroun. Combien de fois le Cameroun a été sous le contrôle jusqu'à créer des communes. Mais c'est hallucinant. Le 23 août 2017, c'était il y a quoi? Encore comité de normalisation. Parce que le Cameroun est incapable de diriger une fédération. Même la fédération, il faut attendre les hautes instructions du chef de l'État. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Un courrier de Paul Biya, enfin plutôt de celui qui remplace Paul Biya, c'est-à-dire que Ferdinand Gongo, qui adresse un courrier au secrétaire du Premier ministre, que sur haute instruction du chef de l'État, maintenant il faudrait que la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun puissent s'asseoir, puissent résoudre des problèmes, parce que la FIFA est en train d'arriver. Donc même pour le football, il faut attendre les hautes instructions de Paul Biya. Alors que, lorsqu'on entend déjà que haute instruction du chef de l'État, mais ça entraîne le Cameroun vers la suspension. La suspension par la FIFA. Parce que la FIFA a toujours dit dans ses articles 14, 16 et même 17 de leur statut que les associations qui sont affiliées à la FIFA doivent impérativement respecter scrupuleusement ce qu'on appelle l'indépendance et la non-ingérence des tiers ou même une influence des tiers, donc particulièrement des États. Si la FIFA accepte d'office qu'il y ait une collaboration entre un État et la fédération, la FIFA n'a jamais toléré
l'ingérence dans les affaires du football. Et voilà un simple championnat du Cameroun qu'on est incapable d'organiser, qui est bloqué, un grand pays de football comme le Cameroun. Et on fait appel à qui? À Paul Biya. Paul Biya, que personne ne voit. Hein? On fait appel à lui, comme on a attendu la finale, pour qu'il vienne présider la finale. Et finalement, l'équipe qui devait représenter le Cameroun en Coupe africaine n'a même pas pu être qualifiée, puisque le nom du vainqueur est arrivé tard, quand les listes de la CAF étaient déjà bloquées. Et de quoi est-ce que, aujourd'hui, il est question? Parce que Paul Biya intervient, parce que l'État du Cameroun est présent partout. Et là, maintenant, ils ne savent quoi faire. Lorsqu'on voit la Fédération camerounaise de football, qui est là-bas, c'est Boumboumou Ndoya. C'est le fils de Ibrahim Boumboumou Ndoya, l'ami de Paul Biya, ancien ministre des Sports, ancien ministre lui-même, il a même dirigé la FECAFOOT. Et il voit Paul Biya avec les ministres, ils disent, je vais imposer mon fils à la Fédération camerounaise de football. Or, il y a les anciens footballeurs qui sont là. Il y a les gens qui connaissent le football qui sont là. Qui poireautent depuis des années. Mais non! L'État du Cameroun a dit, non, on va quand même le placer. On l'a placé à la FECAFOOT. De l'autre côté, la Ligue de football professionnel du Cameroun, on a placé qui? L'ami de Paul Biya. Le général Semengue, qui n'a jamais pris sa retraite. Il est devenu général avant ma naissance. Mais il continue à être général. Et c'est lui qui, aujourd'hui, dirige la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alors que son âge a déjà dépassé la limite. Et qu'est-ce qui se retrouve donc là? Eh bien, d'un côté, Biya, son ami Semengue, qui l'a sauvé pour le coup d'État. De l'autre côté, il y a le fils de son ami. Voilà comment le football camerounais est donc pris en otage par les mêmes personnes, par l'interventionnisme, parce qu'il faut toujours placer le fils de, il faut placer tel de, il faut placer tel de, jamais les compétences. Et là, ils sont en train de se bagarrer aujourd'hui. Et la FIFA et le TAS se retrouvent dans la mêlée. Et dans cette mêlée, la FIFA a demandé à la FECAFOOT d'organiser le championnat du Cameroun. Et du coup, la FECAFOOT a cru que c'est elle qui doit organiser le championnat. Or, jamais on a vu une fédération organiser un championnat. Parce que la fédération est bel et bien là, l'organe qui coiffe le football, mais travaille avec une structure. C'est-à-dire que ce sont les ligues qui organisent des championnats partout. Comment on va donc faire puisque la décision du TAS demande à la Ligue de football professionnel que non, comme vous voyez là, la FECAFOOT a eu à vous dissoudre. Vous n'êtes pas dissous. Et Paul Biya, derrière, il va écrire ce qu'on appelle ou bien un conseil, un bureau de travail ministériel. Immédiatement, la FIFA saisit le Cameroun. Depuis le 8 octobre, le directeur des associations a écrit au Cameroun que ce que vous êtes en train de faire là veut dire de l'ingérence. Et nous, à la FIFA, on ne va pas laisser ça. Dès que vous allez beaucoup avancer, nous allons nous réunir immédiatement et nous allons prendre des sanctions. Et ces sanctions, ce seront quoi? Suspension. Suspension du Cameroun.
Plus Paul Biya a déjà, lui-même, il a déjà envoyé des lettres. Donc, tout de suite, là, on prend ces lettres-là, on envoie, on dit que, voilà, Paul Biya a encore vient intervenir. C'est lui, encore, c'est l'État du Cameroun qui a repris les choses en main. Et nous avons eu ces problèmes-là en 2013. Ça a failli d'ailleurs faire que le Cameroun n'aille même pas à la Coupe du Monde de 2014. Puisque justement, le 23 août 2013, la FIFA prenait la résolution de suspendre le Cameroun de toutes les compétitions. Juste parce qu'il y avait eu ingérence de la même façon. Lorsque, à l'époque de Tommy Aroko, eh bien, voilà quelqu'un qui, selon les statuts, et surtout qui avait été condamné, c'est-à-dire qu'il y avait, bien sûr, la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique sportif du Cameroun, qui avait dit que sa candidature ne pouvait pas être valide. Le tribunal arbitral du sport a tranché en sa défaveur. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une élection parce que Tombi Aroko était soutenu par le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidumba, Mini Pam Pam Shoga. Le Pierre Ismaël Bidumba, Mini Pam Pam Shoga, avait eu juste à aller prendre l'onction de son beau-frère Paul Biya. Paul Biya dit, bon, il n'y a pas de souci. Puisque c'est notre homme, puisque c'est lui qui chante mon nom, on va le placer, une fois de plus, comme président de la Fédération camerounaise de football. Donc, ils se sont opposés à des décisions de justice. Paul Biya est même allé plus loin. Il a pris tous les gens qui ont été condamnés, il les a nommés dans le comité d'organisation de la CAN 2019. Cette CAN que lui-même il avait dit, j'en prends un engagement. La CAN 2019, c'est pour demain. Vous l'avez bien vu. La CAN, elle s'est déjà jouée. Glissement sur glissement. Et c'est comme ça donc la fédération, la FIFA, la FIFA a suspendre le Cameroun. Et puis a installé un comité de normalisation. Donc vous connaissez tout ce qu'il y a eu. Que ce soit en 2015 parce que justement le gouvernement camerounais voulait se débarrasser de Iya Mohamed dans une affaire où on l'a accusé de détournement au niveau de la Sodecoton et qui avait quand même été élu. Et puis, même pour qu'il soit élu, le gouvernement camerounais avait envoyé la police encercler le palais des Congrès là où devait se tenir l'élection. Pendant 8 heures de temps, ils étaient là, ils chassaient tout le monde. Et après l'élection, ils ont dit, nous on ne reconnaît pas cette élection-là. Paul Biya a donc désigné sa part de président de fédération. La conséquence avait été là. Eh bien, on a annulé cette élection. Ce que nous vous disons n'est donc qu'une fois de plus pour vous démontrer jusqu'où les lois ne sont pas respectées dans cet état voyou au Cameroun. Et quand on voit ça, c'est pour ça que tout un chacun cherche à tirer la couverture de son côté et à utiliser des règlements de compte. Des règlements de compte, je vous en parlerai pour les dossiers du samedi soir, avec bien sûr Amouk Belinga, qui maintenant encore est dans le viseur. Et tenez-vous tranquille, ça a un rapport avec non seulement ce que vous connaissiez, mais on est en train de le calculer pour une humiliation suprême. Savez-vous qu'il devrait savez-vous qu'il doit se marier là à une future... Enfin, je vous dirai tout ça samedi dans les dossiers noirs du samedi soir à 18h. Tout comme aussi, je vais quand même aussi sortir d'autres dossiers des placards, mais qui sentent mauvais. Là-bas, la présidence. Oui,
dans les placards de la première dame, Chantal Biya, savez-vous qu'il y a beaucoup de cadavres là-bas? Oui, on en parle. Dans les dossiers noirs du samedi soir. Tout comme aussi, je vais aussi un peu aller vers l'autre côté, dans le Grand Nord, où ça commence à sentir du roussi, puisque Atanganji vient d'interdire, bien sûr, le mouvement 10 millions de nordistes. Et là, c'est ce qu'on appelle donner un coup de pied dans la fourmilière. Et ça risque de piquer de partout. Le dossier du samedi soir, c'était juste un avant-goût. Je ne peux pas vous donner tout ce qu'il y aura, mais vous savez très bien que c'est un rendez-vous que vous ne devez donc pas manquer. Samedi à 18 h, heure de France. Et bien sûr aussi, heure d'Afrique centrale. Sur ce, merci de m'avoir écouté.